Salut, c'est Rahma de la chaîne Morale. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, si tu es passionné ou si tu aimes tout simplement les histoires, si tu es féru de poésie, si tu aimes les discussions par rapport à des thématiques de société, tu es au bon endroit. Je te souhaite la bienvenue et tout ce qui te reste à faire, c'est de tout simplement t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci en tout cas à tous mes abonnés, merci de toujours regarder mes vidéos. Je vois vos commentaires, vos likes et ça fait hyper plaisir. Alors aujourd'hui, je suis avec Aïchatou Diop. J'ai le plaisir de la recevoir ici et nous allons discuter de deux thématiques que sont la pression sociale et l'hypocrisie. Avant tout, je vais te laisser le soin de te présenter. Bonjour, je m'appelle Aïchatou Diop, je suis nutritionniste du sport, préparatrice physique en récupération en nutrition. Je suis également dans mes heures perdues, coach de natation et puis active généralement dans le sport. Voilà. Alors Aïchatou Diop, merci d'avoir accepté déjà cette invitation. Je t'en prie, Rama, au plaisir. Alors, aujourd'hui, si Aïchatou devait faire une rétrospective, c'est-à-dire un bilan de sa progression, de sa vie, depuis que Aïcha est née, ou disons depuis son adolescence jusqu'ici, qu'est-ce qu'elle nous dirait aujourd'hui d'elle par rapport à son évolution, la Aïcha d'avant et la Aïcha d'aujourd'hui? Quelle est la différence? Alors, Aïchatou est une jeune fille qui est née au Sénégal, à Dakar, qui a fait ses études ici. Donc j'ai passé une enfance, on va dire, normale, hein, okay. Où je faisais du sport et j'étudiais en même temps. Donc j'ai eu la chance de faire sport-études à partir de l'âge de 16 ans, je pense. Oui, 16 ans. Donc juste après ma classe de seconde. Et j'ai eu l'opportunité de partir en France, continuer le sport et les études. Donc j'ai passé ma première et ma terminale là-bas. Et puis j'ai continué ma vie. J'ai fait sport-études pendant 4 ans. Puis après j'ai continué que dans les études. Mais je suis toujours active dans le sport, mais pas dans la compétition. D'accord. Et comment c'était l'expérience en Europe? C'était facile ou c'était difficile? Je dirais, bon, difficile plutôt, parce que partir des jeunes âges, il faut déjà avoir des parents qui ont envie de laisser leur enfant partir très jeune. Souvent, ils partent après le bac, ou même maintenant, on voit de plus en plus 2 années, voire 3 années après le bac. C'était une opportunité pour moi à saisir, parce qu'à l'époque déjà, je me voyais, j'avais des rêves, j'avais des objectifs bien précis dans le cadre du sport, sans oublier toujours les études, c'est très important. Et quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit, waouh, il faut que je saute sur l'occasion. Parce qu'à l'époque, mon entraîneur s'appelait, enfin, il est vivant, hein, s'appelle plutôt Christos Paparadopoulos. Et quand il a longue vie. Oui, longue vie. Longue vie, Christos. Et c'est lui qui a eu à proposer à mon papa de faire... que je puisse plutôt aller en France. Donc à l'époque, je pense que c'était pour créer un centre africain de préparation francophone pour relever le niveau en natation d'Afrique. Donc je n'étais pas la seule, il y avait d'autres pays africains avec moi. Donc au passage, je salue mes anciennes camarades avec qui on a partagé franchement de bons moments. Et suite à ça, j'ai dit non, il faut que je tente ma chance, ça passe ou ça casse. Peu importe ce qui va arriver, mais au moins c'est une expérience dans la vie qui n'est pas donnée à tout le monde. Donc déjà de partir avant le bac, donc en étant mineur, s'affronter à la vie, devoir être pseudo-indépendante, gérer sa vie toute seule, les cours et les études. Mon parrain, c'était Christos. Et c'est une personne au passage que je remercie parce qu'il a eu à jouer dans ma vie. C'était un deuxième papa comme pour moi. Et suite à cela, on s'est lancé dans ces 4 années et c'était beaucoup d'apprentissage et beaucoup de... Bon, j'ai fait au total en fait 8 ans en France, mais j'ai fait 4 ans où j'étais à fond dans cette natation. Puis après, je me suis déconnectée un peu. Par la suite, j'ai repris. Récemment, à mon retour au Sénégal, je suis rentrée il y a 2 ans. Et j'ai repris tout ce qui est coaching, me remettre dedans en fait. Voilà. On va venir à ça tout à l'heure. En tout cas, on va dire peut-être que tu as gagné en maturité, tu es devenu beaucoup plus responsable, parce qu'on va dire que ça sert à ça en fait. Le fait de sortir, tu sors en quelque sorte de ta zone de confort. Tu quittes le cercle familial pour aller en Europe, tu gagnes de l'expérience et tu apprends beaucoup de choses, tu deviens beaucoup plus mature.
Alors, Aïchatou, aujourd'hui, dans l'histoire de Diko, j'ai abordé plusieurs thématiques, dont la violence, l'éducation que les parents donnent aujourd'hui à leurs enfants et qui ne les aident pas du tout, mais pas du tout, dans leur développement personnel. C'est une éducation étouffante, on va dire, et qui est plutôt rédhibitoire par rapport au développement de l'enfant. Et aujourd'hui, quelle est ton analyse ou que penses-tu aujourd'hui du body shaming? Parce que Diko l'a vécu à l'école, ses camarades de classe se moquaient tout le temps d'elle. Et voilà, elle n'était pas à l'aise en société, elle n'arrivait pas à s'exprimer, elle était plutôt introvertie, plus qu'introvertie même. Que penses-tu aujourd'hui du body shaming? Est-ce que tu l'as vécu ou dans ton entourage, tu as vu en tout cas des enfants qui l'ont vécu? Alors personnellement, je ne l'ai jamais vécu, mais je connais des enfants. Aujourd'hui, je suis coach en fitness, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment ça. Et je rencontre des jeunes filles qui ont ce problème, donc de surpoids, et qui font qu'elles ont du mal à s'intégrer dans le milieu social. C'est vraiment de petites jeunes filles entre la case de 6e jusqu'à la case de 3e. Et le fait d'avoir du poids, elles ont du mal d'avoir des amis à l'école, de sociabiliser, de manger comme tous les autres camarades ensemble, à l'heure de manger, de faire des sorties. Donc elles sont un peu mises à l'écart et je trouve ça injuste qu'on mette à l'écart une personne juste parce qu'elle a du poids. C'est une personne tout comme une autre. Le poids est insignificatif par rapport à la société. Le poids peut être significatif pour les questions de santé. Là, je peux comprendre, mais dans le cadre de s'intégrer face à une société et de se faire des amis, le poids n'a vraiment pas sa place. Et on devrait arrêter de juger. On est dans une société ici où on juge beaucoup les gens sur leur apparence. C'est vrai. L'apparence ne faut rien dire. Il faudrait apprendre à connaître la personne. Moi, j'apprends à connaître telle personne avant de juger son physique ou de dire « Ah, mais elle est trop grosse ». En fait, le physique, ce n'est qu'une enveloppe. C'est une enveloppe, exactement. Et souvent, ça va au-delà du physique, parce qu'en disant à une personne, par exemple, surtout à des enfants comme ça, tu es grosse, ben, les conséquences après, vous ne savez pas. Hein, c'est pas en 6e, 5e que ça va se refléter. Ça va se refléter quand la personne sera en 5e année ou 4e année et ça va travailler sur son cerveau et ça va commencer à jouer. Et à cet âge, après, on ne peut plus rien faire jusqu'à l'âge mûr, moyennement adulte, moyennement vieillesse et tout ça. C'est un âge où après ça travaille à vie, donc il faut faire attention souvent. Ici on a tendance, quand on est trop mince, on dit que la personne est trop mince. Quand la personne est normale, on lui dit il faut qu'elle prenne du poids. Quand la personne est grosse, on lui dit ah c'est bon, tu as des formes. Ou bien on lui dit tu dois maigrir, de toute façon là tu ressembles à une vache. Donc il y a toujours quelque chose à dire en fonction de la morphologie de la personne. Chaque personne est différente. L'essentiel c'est de se sentir bien dans sa peau, de pratiquer du sport et puis voilà, de faire ce qu'on a envie de faire. Parce que aussi la vie, il faut faire et découvrir ce dont on a envie et ne pas écouter tout le temps les autres. Effectivement, ça je suis parfaitement d'accord. En tout cas, les mots, comme je le dis souvent, sont une arme. Il faut savoir où et quand les utiliser. Ça peut faire très très mal. Une remarque, toi tu fais pas attention peut-être à ce que tu dis, mais ça peut affecter l'autre. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. En étant enfant, on n'a pas forcément, peut-être même si on n'a pas peut-être été éduqué de la sorte, ou tes parents, en tout cas le cercle dans lequel tu as évolué, ils ne t'ont pas appris comment te comporter avec les autres. Ce sera difficile pour un enfant de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc je lance aussi, c'est une alerte en tout cas pour voilà, arrêter tout le temps de faire des remarques aux personnes parce que c'est gênant et on ne veut pas entendre du négatif, il faut du positif dans la vie des gens. Voilà, donc après ça, Aïchatou, on va aborder peut-être les thématiques qui te tiennent à cœur. On va commencer par l'hypocrisie. Pourquoi ce thème-là, en tout cas, on va même dire fléau. Pourquoi tu te détends à en parler? Alors, je tenais à en parler parce qu'on est dans une société où déjà tout le monde se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc, elle est très directe. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas de filtre, je ne sais pas faire semblant. C'est très bien. C'est comme si, il y a des gens qui se réveillent, c'est pour s'occuper de la vie des autres, en fait, du matin au soir. Voir ce que Rama a mis, ce qu'elle porte, ce qu'elle mange, où elle va aux toilettes, où elle va, où elle fait tout. Donc, on n'a pas besoin de savoir ça. Le plus important, c'est de garder une relation avec une personne, tout en ayant aussi des limites, parce que je pense que si on avait fait ça à la personne qui est en train de faire ça, elle n'aurait pas aimé.
Et on est dans une société où le masla est pour moi un peu trop élevé. Le masla, c'est bien, mais le masla provoque aussi des rancœurs, des haines, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi je vois des gens qui ont des frustrations depuis 15, 16 ans, 20 ans, et qui après ça se jette sur les réseaux sociaux, si on peut dire ça comme ça. Et c'est des choses où, par exemple, Rama, tu as dû me dire quelque chose que je n'ai pas mis à l'âge de 10 ans, mais je n'ai jamais osé te le dire. Donc, du coup, j'attends d'être mieux et de prendre des réseaux, de voir. On voit beaucoup de gens aujourd'hui qui, quand ils veulent dire quelque chose, ne vont pas voir la personne, mais se mettre sur les réseaux en mettant des statuts ou des petits trains qui sont faits sur les réseaux sous forme de dessins animés. Et après, en fait, c'est visé. Et c'est dommage. Surtout maintenant, les statuts. Et surtout, les statuts ont détruit la société. Et moi, je trouve ça dommage parce que si j'ai un problème avec toi, je t'appelle. Un adulte, c'est comme ça qu'il se comporte. Je t'appelle et je te dis, j'ai pas aimé ça et ça et ça. C'est tout, c'est fini. Il n'y a pas à se mêler de chercher le pourquoi, du comment, la petite bête. Il faut que ça soit spontané, que les relations soient naturelles. Et là, on le voit vraiment de moins en moins. On est dans moi je le vois en tout cas au Sénégal de moins en moins. Les gens sont très, je vais pas dire font semblant, mais il y en a, c'est une cachette, c'est un double jeu en fait. Exactement. Et en grandissant, on découvre des visages masqués. Et on se dit non, j'aurais jamais cru qu'elle était comme ça ou il était comme ça. Pour cela qu'il faut toujours être sur ses gardes. Sur ses gardes. Je dis, très important. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce que cette personne fasse ça. Donc, c'est des expériences de la vie. C'est des expériences de la vie qui font, comme tu disais tout à l'heure, qu'on grandit en maturité, qu'on sait comment se comporter, qu'on sait quoi faire, qu'on sait quoi dire. Avec qui il faut parler. Avec qui il faut parler. Voilà. Et aussi, on est dans une société où, malheureusement, quand on est jeune, il faut se taire. Alors que, arrivé à un certain âge, je veux dire, admettons, on a une femme mariée de 28 ans et une de 48 ans, c'est fini, vous êtes toutes les deux mariées, donc il n'y a pas de tu es jeune, tu te tais, moi je parle. En fait, c'est le vécu, l'expérience n'est pas le même. Il faut apprendre à écouter les gens, apprendre à laisser les gens s'exprimer. Toujours, par contre, moi j'insiste c'est quelque chose qui existe de moins en moins aussi dans ce pays, c'est la politesse, toujours dans la politesse, dans le respect. Je peux te dire, Rama, je ne suis pas en accord avec toi, mais dans le respect, je ne te manque pas de respect. Aujourd'hui, je remarque aussi qu'en dehors de l'hypocrisie, le manque de respect est devenu très facile. Avec tout le monde, oui, et n'importe quoi. Les grands ne respectent plus les petits ne respectent plus les grands, les moyens. Enfin, on est dans une société où... d'ici quelques années, je ne sais pas ce que ça va donner parce que moi, j'avoue que ça me fait peur. D'ici les années qui arrivent, moi, quand je serai maman ou grand-mère, je ne sais pas ce que ça va donner à 50 ans. Ça fait peur. Avec cette désinvolture de cette jeunesse-là, voilà, c'est très audacieuse. La jeunesse est très audacieuse. C'est ça, en fait, très audacieuse. On n'est pas contre le révolte, mais que ce soit fait dans la politesse et dans le respect de l'art, en fait. Effectivement. Pas que ce soit fait de façon brute, agressive. Et malheureusement, encore une fois, je n'ai rien contre le Sénégal. Je sens que je vais me faire attaquer après cette vidéo. Non, je ne pense pas. Mais je dis ce que je pense et ce que je constate dans cette société. Et on voit aujourd'hui des amis dont on est très proches ou des amis avec qui on n'aurait pas imaginé des trucs. Ils nous font des choses. Et après, on se dit, waouh, j'aurais jamais pensé que... C'était tout simplement pas un ami. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est le moment que je me rends compte que tu n'étais pas une personne qu'il fallait dans ma vie, en fait. Et j'alerte sur ça parce que c'est très important. Je vais citer un exemple. Il n'y a pas très longtemps, ces dernières années, il y a des gens qui avaient des frustrations. Au lieu de venir te le dire, ben en fait, en commençant par moi, mais moi je ne l'ai pas fait sur les réseaux. Je l'ai fait bien plus tard avec plus de maturité, plus d'attente, parce que je suis une personne qui, c'est pas parce qu'on m'a dit que Rama est meurtrière que je ne traîne pas Rama. J'attends de voir par moi-même qu'il y a eu un meurtre. Je ne vais pas dire, ah mais on m'a dit, de toute façon ça fait longtemps qu'on me dit. Donc moi, le jour où je me rends compte que, ah oui, là, c'est vrai, donc là, moi-même, je fais ma propre conclusion, mais pas la conclusion de ce que les gens veulent. Effectivement. Pas pour faire plaisir aux gens ou pour être hypocrite, faire genre, ah ben, de toute façon, on m'avait dit ça, nanana. Non, c'est quand on a un problème, c'est avec une personne, c'est pas toute une famille en fait. Si tu as un problème, c'est une personne, tu le règles. Ça ne veut pas dire que tu dois être fâché avec toute la famille ou tout l'entourage. Et en plus, ils utilisent souvent, en tout cas la plupart des gens, je vois souvent des statuts, ils utilisent des réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, en mettant peut-être en répondant.
C'est-à-dire, je vais mettre tout le temps des statuts. Ouais, je sais que Rama va regarder, donc je vais aller, hop, je vais mettre nanana dans la vie. Et on sait forcément à qui c'est adressé. Donc, faudrait peut-être, et ça remonte sur l'éducation. Effectivement. On a un gros problème d'éducation dans ce pays sur beaucoup de choses. Moi, franchement, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans ce pays. Je le dis ouvertement. Quand on a des hommes qui viennent vous voir, qui te disent ouais, mais tu ressembles à une fille aujourd'hui. Tu ressembles à une fille aujourd'hui. Donc avant, tu étais quoi? Nonsense. Donc avant, je sais pas, quand je suis née, tu n'as pas vu depuis que je suis née que je ressemble à une fille. Ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Toujours les remarques. Il y a toujours des remarques comme ça. Oui, bon, on peut mettre ça dans le body shaming, mais moi, j'aurais pas plus dit ça. J'aurais plus dit c'est un problème d'éducation. Ça, c'est un problème d'éducation. On n'éduque pas aujourd'hui, malheureusement, les hommes ici à être corrects envers les femmes. Donc, ils se permettent de dire ce qu'ils veulent. Et eux, donc moi, ces personnes qui me disent ça, je me dis, mais un jour, si je leur dis, ah ben aujourd'hui tu ressembles à un homme, comment ils vont réagir? Si je leur dis, mais aujourd'hui tu as mis des baskets, tu fais des pompes, ah ça me prouve que tu es un homme. Ou que je dise que, ah bah c'est bien, waouh, aujourd'hui tu es allé réparer une voiture, mais waouh, là tu passes de jeune homme à homme plus. Enfin, c'est des réflexions, il y en a plein comme ça. Et je pense que tu dois beaucoup vivre ça dans ton milieu. Le sport, parce que souvent il y a beaucoup de stéréotypes. On dit que voilà, la femme ne doit pas faire trop de sport, sinon elle va ressembler à un homme. Voilà, je pense que tu rencontres ce genre de situation-là. Pour ne pas mentir tous les jours, hein, j'en rencontre. Mais je veux dire, c'est pas ce qui me freine envers ma passion. Si ma passion c'était de la moto ou réparer des voitures, mécanicienne, je l'aurais fait et je ne l'aurais pas fait parce que la société veut que je sois une fille qui vend des cheveux naturels. Moi, très tôt, j'ai su que je voulais faire des études scientifiques et deux, quand j'étais petite, je disais toujours il faut que je sois comme Thalès ou Pythagore, que j'ai un truc à mon nom qui va être créé et faire une recherche. Ça m'a toujours passionnée. De pousser, de rechercher, de comprendre le corps humain, la psychologie de l'homme, pourquoi il se comporte comme ça, pourquoi la vulgarité, pourquoi l'impolitesse, pourquoi la violence, pourquoi. Et vu que ça m'intéresse et que malheureusement je ne peux pas faire médecine, je me suis orientée vers les études de nutrition parce qu'infirmière aussi, ça touche un peu ça. Effectivement. Mais j'ai pas pu le faire. Donc je me suis dit en nutrition, ça pourrait toucher et soigner les gens indirectement et la psychologie et l'aspect physique. Donc c'est les trois qui Mais aujourd'hui, est-ce que tu as des réponses à tes pourquoi là? Tu penses que c'est dû à quoi? Plus ou moins, j'ai pas encore tant d'expérience, mais avec la maturité et en grandissant, en prenant de l'âge plutôt, parce que j'ai fini de grandir, je me rends compte que oui, des fois le comportement humain est complexe, mais il faut lire et je lis beaucoup sur ça parce que c'est un sujet qui me passionne. Et je me rends compte que moi, je remets tout sur l'éducation. J'ai un enfant, homme ou femme, garçon ou fille, pardon, je lui dis, tu vas faire la vaisselle, tu vas faire ça. Enfin, je ne vois pas une distinction de sexe. Donc, la manière dont je vais éduquer l'homme, c'est comme ça que je vais éduquer la femme. Je vais lui dire s'il y a un problème dans la voiture, si la fille n'est pas disponible, ce sera l'homme. Si l'homme n'est pas disponible, ce sera la fille. Et en fait, on aborde plusieurs thématiques en même temps. Voilà, mais si on revient sur l'hypocrisie, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est dans toutes les relations humaines, en fait. Que ça soit dans la famille, au bureau, dans le milieu professionnel, l'amitié, même dans les relations amoureuses, on va dire. Il n'y a pas cette sincérité-là entre les personnes. Toujours, on essaie de jouer, on essaie de montrer une face, alors que ce n'est pas la peine, en fait. Il faut tout simplement être vrai avec la personne, être vrai déjà avec soi-même, pour être vrai avec l'autre. Et en plus, ça se sent. La fausseté, comme on dit, ça prend les escaliers. Mais tôt ou tard, on verra le vrai visage, on finira par découvrir le vrai visage. En tout cas, merci pour cette analyse, Aïcha. La deuxième thématique, c'est la pression sociale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Concernant la pression sociale, on va se baser de notre société sénégalaise. C'est très, on va dire, développé. Parce que on atteint un âge quand on est une fille où on demande forcément de te marier. Parce que
pour certaines personnes, je ne dirais pas pour certaines, pour la majeure partie, parce que très peu pensent le contraire, c'est une finalité, une réussite. Mais il y a des choses, ça ne dépend pas de nous. Avoir le bac, ça peut dépendre de nous. Avoir le brevet, ça peut dépendre de nous. Être marié, avoir des enfants, ça ne dépend pas de nous. Effectivement. Ça, c'est des choses la loi divines divine. divines de la vie qui arrivent quand ça doit arriver. Exact. Et c'est toujours des gens qui... moi, j'ai l'impression que les gens n'ont rien à faire, en fait. C'est que moi, je suis tellement occupée que je n'ai pas le temps de m'occuper. Exactement. Ah, elle est mariée. Ah, elle a des enfants. Oui, elle a divorcé. Elle est divorcée. Ah, elle n'a pas encore divorcée d'enfants. avec d'enfants. C'est pour ça que j'aime bien la série AI 2.0. Oui, cette série-là aborde beaucoup de thématiques. Il faudrait que tu regardes. Moi, c'est Laïdjara. Laïdjara, c'est excellent. Laïdjara, mais moi, en tout cas, j'aime en tout cas les thématiques de société. C'est excellent. Donc, comme voilà. Ça, c'est plutôt parfait. En fait, moi, je me retrouve ça aborde aussi des thématiques de société. En fait, chaque épisode correspond à une thématique, ou deux même. Et après, à la fin, à la fin de l'épisode, il y a la solution au problème, en fait. On va mettre une problématique au début, à la fin, une résolution. Okay. Et sinon, sur la pression, c'est ça, et on va avoir une jeune fille. Bon, en plus, c'est paradoxal, avoir une jeune fille qui vient d'avoir son bac. Ah, bah, tu attends quoi pour te marier? Mais la personne vient d'avoir son bac, tu ne lui demandes même pas quels sont ses projets, master, licence, BTS ou doctorat, que c'est quand le mariage. Tu arrives à 25 ans, à 25 ans, on dit « Ah, mais là, tu commences à te faire... » Alors, j'ai eu une fois une personne qui dit que ça, c'est drôle, je raconte ça partout, que je ne suis pas loin de la ménopause. Donc, déjà, utiliser des termes que l'on ne maîtrise pas aussi, c'est grave. Parce que monsieur ou madame, je ne sais pas, va chercher dans le dictionnaire quelle est la définition de ménopause. C'est quoi la définition de ménopause? Et on en reparle. Parce que la ménopause, on ne l'a pas déjà à l'âge de 20 ans ou 22 ans. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas, l'avoir à 20 ans ou à 22, entre 20 et 25 ans. Moi, je n'ai pas eu écho de peut-être que tu as eu écho, mais moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir une ménopause à l'âge-là. Et alors, ménopause, c'est l'arrêt des règles et c'est ce qui permet de ne plus... Enfin, c'est ce qui... De plus procréer. De plus procréer, quoi. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir d'enfants. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre déjà les mots. Et ensuite, dire aux gens que voilà. Mais il y a plein de choses. Il y a le fait qu'on te dise oui, mais pourquoi à 30 ans tu n'es pas marié? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi? Mais jamais ils s'intéressent à est-ce que tu vas bien? Ta santé, ça va? Est-ce que tu n'as pas le diabète? Est-ce que tu n'as pas une maladie chronique qui est en train de te tuer? Est-ce que tu ne te réveilles pas? Et puis ça va, il y en a qui ont eu des maladies qui ne sont pas bien. Il y en a qui ont d'autres problèmes en tête que focaliser sur le mariage matin, midi, soir. Et souvent, ça vient malheureusement des femmes dans les maisons. C'est que les femmes qui mettent une pression comme ça, qui poussent des gens et qui font que certaines se marient très tôt. Pas pour le vouloir, mais 20, 21 Parce qu'en fait, c'est une ligne de vie. Voilà, c'est une ligne de vie qu'il faut suivre, une trajectoire comme ça, alors que chacun a sa trajectoire. Donc, si tu on va dire, dès que tu as 20 ans, entre 20 ans et 25 ans, tu n'es pas marié, on te pose la question. Ça dérange. C'est un problème. Je ne vois pas en quoi ça dérange. Je ne vole pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je tue personne. Pourquoi ça dérange? Je ne suis pas là à t'embêter. Pourquoi ça dérange? En tout cas, tu as parlé de quelque chose de très important tout de suite. Il ne s'intéresse plus maintenant, ils ne s'intéressent pas en tout cas à la personne. Ils ne te demandent pas si ça va, mais ils font semblant, en tout cas ceux qui font ça, ils font semblant de t'intéresser à ta vie, alors qu'il y a plus important que ça, il y a beaucoup plus important. Mais est-ce que tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce qu'eux, on ne s'intéresse pas à eux. Donc une manière de refouler en psychologie, c'est que quand toi, on ne s'intéresse pas à toi, on ne te calcule pas, chaque jour tu passes, on te dit bonjour Amma, ça va, il n'y a pas de comment tu vas, il n'y a pas de petite attention, je t'apporte un petit déjeuner, un déjeuner, ne serait-ce un croissant. C'est des gens qui se sentent, bon, pour moi je le vois comme ça, ils se sentent exclus de la société. Donc, ils reversent leur haine et leur frustration envers les autres. Donc la meilleure façon, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as un problème? Essayer de comprendre. Est-ce que tu vois une femme mariée et au bout de 5 ans, elle n'a pas d'enfant? Qu'est-ce que tu attends? As-tu un problème? Mais ce n'est pas des questions qui se posent, ça ne te regarde pas. Et si elle est stérile, tu penses qu'elle va te dire c'est que en fait, je suis stérile? Bah non, elle ne va pas te le dire. Donc, c'est des questions où les gens, moi je dis encore, c'est l'éducation. Ils ne réfléchissent tout simplement pas avant de parler. On ne peut pas venir dire à une personne pourquoi tu n'as pas d'enfant. Enfin, ça ne se dit pas.
Tu la vois heureuse, tu la vois tous les jours. Il faut déjà t'estimer heureuse qu'elle est là, qu'elle saute, elle danse, elle est joyeuse. En tout cas. Et qu'elle n'a pas de maladie, qu'elle n'est pas sur un lit d'hôpital. Donc c'est le plus important. Si tu as 1 ou 10 ou 20 et qu'elle aura un enfant plus tard, ça viendra quand ça viendra. Et puis ça ne regarde personne. Ça ne regarde que les gens qui sont en train qui sont dans leur ménage et qui veulent fonder une famille. Et comme on a déjà parlé tout de suite de psychologie, en fait, en réalité, la personne ne peut donner que ce qu'elle a reçu. Exactement. Si la personne n'a pas reçu d'amour dans son enfance, n'a pas eu d'attention, d'affection de la part de son entourage, de ses parents d'abord, ce sera difficile pour cette personne-là de transmettre ça. Parce que cette personne ne connaît pas ça. C'est très normal. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça, Aïchatou? C'est vrai. En fait, c'est vrai qu'on ne donne que ce qu'on reçoit. Ça, c'est la réalité. Parce que si, par exemple, on ne m'a jamais donné d'amour étant petit, si on n'a jamais donné de... on nous dit, par exemple, qu'on veille à ce que tu fais. Ah, maman, t'as ton bac, qu'est-ce que tu veux faire après? Attends, je t'aide et tout. Parce que pour moi, en parent, c'est ça. Il ne suffit pas de faire des enfants, les laisser dans la nature. Exactement. Et après, ils doivent se débrouiller, deviner. Et c'est ce qui fait que certains se marient tôt. Ils veulent que leur enfant se marie tôt parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper de leur enfant. Ils sont arrivés où, comme on dit en Wolof, c'est un homme qui est un dans lait, ou un donc de flemme dépasser. Ce qui fait que ils veulent s'en débarrasser. Pour moi, je le vois comme ça. En quelque sorte, ils se débarrassent. Ne prennent plus leur responsabilité. Mais sachez, le message que je veux faire passer, c'est que quand on fait un enfant, c'est vrai que l'éducation des années 60-70 n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il faut assumer jusqu'au bout. C'est une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité. C'est pas je dois m'en débarrasser à 20 ans, essayer et puis au revoir à la poubelle. C'est pas ça. Et après, c'est le mari qui s'en occupe. Tout ce que ton mari fait, dit, tu fais. Non. Et je vois beaucoup de gens d'ailleurs en parlant de ça dont leurs maris ne veulent pas qu'elles travaillent, par exemple. Alors que si on ne travaille pas de nos jours, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Sauf si tu as un mari qui est quadruple milliardaire. Et encore, je pense que si on ne travaille pas, surtout la société sénégalaise, si on ne travaille pas, ça va être très, très compliqué de s'en sortir plus tard. Effectivement. Donc, franchement, faites beaucoup attention à l'éducation de vos enfants, apportez-leur du temps, de l'écoute, écoutez-les, ne leur dites pas tu es trop jeune, tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire, parce que c'est quand même un être humain. À la base, un être humain est né sur Terre, il faut l'écouter, il faut être là pour lui, il faut noter ses ressentis. Et on a une mauvaise habitude au Sénégal de dire que les enfants ne doivent pas parler. Mais moi, je suis contre cela parce que je n'ai pas été élevée comme ça. À chaque fois que j'ai eu un problème dans un domaine précis, j'en parle avec mes parents, toujours dans le respect, on trouve une solution. Et donc c'est très important de suivre son enfant, l'évolution de son enfant, l'accompagnement du point A au point Z. Tout à fait, j'abonde dans ton sens, Aïchou. En tout cas, ce fut un plaisir. On a parlé brièvement du body shaming, mais surtout les principaux thèmes, l'hypocrisie et la pression sociale. Vous pouvez me rejoindre dans les commentaires pour en débattre. Je vous partage en même temps la page Instagram d'Aïchatou, Aïdedi Physical Trainer. En tout cas, merci beaucoup Aïchatou. Et voilà, on se dit à la prochaine pour les autres thématiques ensemble. Restez connectés. À très bientôt. Bye.